Moi, le truc que je trouve super important, c'est... en fait, c'est une question que j'aurais aimé qu'on me pose à moi, je dois avouer. C'est quand vous venez en entretien, de quoi vous auriez envie qu'on parle ensemble? Et qu'est-ce que vous voulez me raconter sur vous qui vous donne envie qu'on engage une conversation? Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. On est sur la première vidéo de la série Un job à Nantes. On reçoit 3 invités de qualité pour répondre à la question suivante. Comment la tech nantaise recrute? Alors, pourquoi ce sujet? Il n'y a pas 2 entreprises qui recrutent de la même façon. Il y a des entreprises qui vont vous faire des QCM en ligne, d'autres sur papier. Et des entreprises vont faire des entretiens sur tableau blanc. Et des entreprises qui vont faire 8 entretiens d'affilée avec des pairs avec qui vous allez travailler. Si les techs, dans les entreprises, ils définissent des processus longs et compliqués, c'est qu'il y a une bonne raison. Et on va la découvrir ensemble aujourd'hui avec nos invités. Est-ce que c'est cool? Ouais, c'est cool. Tout à fait. On est au Palace par ici lundi. C'est un lieu iconique de la French Tech nantaise. Est-ce que vous étiez déjà venu? Oui, pour ma part, ouais. Ouais, moi, plusieurs fois, ouais. Oui, pareil. Est-ce que vous aviez déjà vu un petit déjeuner comme ça? Je crois pas. Ça calme. Ça calme, On vraiment. est jaloux. Franchement, nous on est arrivé à 8h, elle était déjà en train de préparer le petit déjeuner. Et le petit déjeuner était servi à partir de 9h15. Ça envoie quand même. Le partenaire de cette émission, c'est Un job à Nantes #tech. Donc c'est l'agence Nantes Saint-Nazaire et la cantine numérique qui ont regroupé une vingtaine d'entreprises pour attirer à Nantes, sur le bassin nantais, des talents comme vous qui nous regardez là maintenant, en l'occurrence. Il faut les suivre sur Twitter et LinkedIn. Elles vont organiser en particulier 2 à 3 job dating dans l'année. Il y en a qui seront en présentiel, certains qui seront à Paris, d'autres à Nantes, et certains qui seront en virtuel aussi. Donc vraiment, il y a des choses pour tout le monde. Et il y a plein de contenus, dont des contenus qu'on produit comme celui-ci, et d'autres qui vous permettront de rencontrer des entreprises. Est-ce que c'est cool? Ouais, c'est très cool. En plateau, on a 3 invités. Alors, à ma droite, il y a Jérôme Bottino, qui est CTO de Shopopop. Shopopop innove dans le monde de la livraison avec une solution collaborative pour le dernier kilomètre. Jérôme, il n'y a pas beaucoup de choses sur toi sur Internet. Est-ce que tu es CTO depuis le début et tu es bien cofondateur ou pas? Alors, je suis pas CTO depuis le début. Il y a dû en avoir 2 au moins avant moi. Ouais. Et non plus, je suis pas cofondateur. Par contre, j'aime beaucoup l'idée qu'il y a derrière de faire cette livraison des derniers kilomètres. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière et puis une forte croissance. Donc, c'est super intéressant. Cool. Alors à ta droite, il y a Ronan Leroy, qui est le fondateur et le CEO de Goodflow. Goodflow, c'est une solution pour que les logisticiens utilisent mieux des emballages réutilisables. Et c'est un enjeu en termes de bilan carbone. Je te laisserai expliquer ensuite. Ce que je dois souligner, c'est que tu es ingénieur en méca et robotique, et que l'informatique, tu connais, tu as travaillé chez Atos pendant plusieurs années. Est-ce que ça va, Ronan? Oui, ça va très bien. Alors, Goodflow, c'est une solution qui a vocation à décarboner la supply chain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le carton est la cause de plus d'1 milliard de tonnes de CO2 dans l'industrie en Europe par année. Si on remplace ça par des emballages industriels réutilisables, on divise ça par 3, donc l'impact il est considérable. Le problème, c'est que l'être humain est un être humain et que les emballages réutilisables, c'est super utile pour plein de choses qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi ça a été acheté. Et c'est ce que Goodflow essaye de faire avec des objets connectés et puis voilà, de la grosse intelligence artificielle derrière. Super cool. Benoît Patra, tu es CTO chez iAdvise. iAdvise dans le paysage nantais, tout le monde connaît, c'est un pionnier de la French Tech. La solution, c'est une solution de plateforme conversationnelle qu'on peut retrouver sous forme de chat pour la relation client sur certains sites web français, des sites web, et pas que des sites web français d'ailleurs, et qui est dopé à l'intelligence artificielle. Il y a 250 personnes chez iAdvise et dans les équipes tech que tu gères, il y a 70 personnes. Est-ce que tout est correct, Benoît? Tu veux compléter? Oui, tout est correct. Tout est correct. Ça fait longtemps que tu es chez iAdvise, toi? Je suis arrivé en septembre 2020. Après le premier confinement, du coup. Exactement. Très bien. Au programme aujourd'hui, on aura 3 sujets. Dans le premier sujet, on va parler des tendances du marché aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours un marché très tendu? Le deuxième sujet, ce sera finalement le processus de recrutement, la série d'entretiens que je mentionnais plus tôt dans l'amorce. Et le dernier sujet, ce sera le recrutement des juniors plutôt que des seniors. Et on aura des conseils pour vous tout au long de l'émission et en fin d'émission également. Est-ce que c'est cool? Très bien. Très Let's cool. go. Hein. Alors le premier sujet, parler du marché des tendances. Est-ce que convaincre un tech en 2023, faut encore faire un contrat avec plusieurs centaines de milliers d'euros? Est-ce qu'il faut lui envoyer un Uber pour qu'il le signe, lui rajouter des tickets resto, une mutuelle de luxe, une complémentaire retraite? Benoît, est-ce que même iAdvise doit faire des compteurs pour recruter? Eh ben, en tout cas, la guerre des talents, elle est partout. Et iAdvise, évidemment, nous aussi, on doit séduire les candidats, les convaincre de nous rejoindre, oui, bien sûr. Est-ce que la guerre des talents, elle est aussi forte en 2023 qu'elle l'a été en 2022 ou en 2021? Elle est proche. Elle est proche. Moi, je vois pas de très grosses différences.
Pourtant, il y a moins d'entreprises dans la tech qui recrutent que l'an dernier. Il y en a beaucoup qui ont trop recruté l'an dernier et qui ont calmé leur recrutement. Vous n'avez pas de sensation qu'il y a moins de compétition sur les annonces cette année? De compétition sur les postes? Mais moi, je me demande s'il n'y a pas une certaine latence qui s'est installée. Ça veut dire que oui, en effet, c'est vrai que le marché semble beaucoup moins tendu. Mais je pense que les changements, en fait, se font moins pressants, quoi. C'est-à-dire que tout le monde prend son temps, de part et d'autre. Il y a comme une pause, et c'est pas si mal, en fait. C'est une bonne sensation de pause. Après, c'est normal, il y a eu finalement une crise, le marché a été hyper tendu en 2021-2022. Et en fait, c'est normal qu'il y ait une détente après, mais c'est parce qu'en fait, on rattrape ce qu'on a fait dans l'urgence les années précédentes. Là, du coup, on a du rap d'avance. Alors ouais, et on est aussi un peu parfois en train de remettre les choses à l'endroit quand même. Hein, parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites un peu dans l'empressement parfois, et c'est peut-être bien un peu de souffler et puis de se poser les bonnes questions, quoi. Alors, il y a des chiffres qui sont sortis, je pense que c'est en particulier Figures qui les partage. Aller travailler dans la tech l'an dernier ou l'année d'avant, tu avais forcément une augmentation de 7 à 14% de ton salaire, même en dehors des postes tech dans la tech, quoi. Et ça, aujourd'hui, effectivement, si les entreprises à tech recrutent moins, on réaligne un peu avec le marché, quoi. Ouais, déjà. Et en place, nous, on est nantais, hein, tous. On est quand même en partie tributaire de Paris. Paris est un aspirateur géant d'une puissance considérable. Et en fait, moi, ce que je ressens cette année, c'est qu'il n'y a plus ça. On a moins cette aspiration parisienne. Et ça fait du bien, quand même. Moi, disons que on assiste moins et chaque mois, on entendait à chaque fois des augmentations. Ça s'est plutôt stabilisé. Mais ça reste évidemment toujours d'actualité. Il y a toujours des personnes qui partent pour faire du full remote, quoi, du télétravail à temps quasi complet. Et c'est toujours le cas. C'est un peu moins. C'est un petit peu moins, la pression est un peu moins forte qu'avant, mais c'est quand même toujours le cas, et je pense que oui, la région parisienne donne quand même toujours un peu le diapason. Bon, c'est la sensation que j'ai. Parce qu'effectivement, vu que le bassin est relativement saturé ici, hein, tous les gens sont en poste, il n'y a pas non plus de personnes au chômage qui traînent entre deux boîtes. Vous êtes obligé de faire concurrence avec les boîtes parisiennes pour attirer des gens de Paris qui viennent ici, quoi. Oui, mais on a aussi quelque chose, c'est que les gens reviennent un peu du télétravail à 100%, et ils ont envie de créer aussi une histoire commune. Alors, ils continuent à avoir des jours de télétravail, hein, on a évidemment chez Advice cette flexibilité, mais ils ont envie quand même de retrouver une proximité, des collègues, des bureaux, un collectif qu'ils ont moins en étant en télétravail complet. Il y a des gens qui vont au bureau parce que le CRA l'impose. Il n'y a personne à les voir au bureau, mais ils vont juste mettre dans leur compte rendu d'activité qu'ils ont au bureau, quoi. Ça, je trouve, de moins en moins, je trouve. Et quelque part, c'est bien. Le côté positif, quand même, c'est qu'on a besoin de se créer une histoire commune, quand même. Et ça, c'est super important. Comment voulez-vous, vous, contribuer à un projet et être motivé quand même un peu plus qu'une semaine si vous n'arrivez pas à vous en approprier une partie, quoi. Donc, moi, je trouve ça assez bien, quoi. Puis après, sur le marché, je pense qu'il y a le post-Covid. On parlait de Paris, mais il y avait aussi l'international. Donc, il y a eu plein d'effets d'opportunités qui se sont créés vraiment au moment des confinements et autres. Donc, ça a créé des effets d'échelle assez importants. Et là, effectivement, on voit que ça se tasse un peu plus. Les gens reviennent en local, ils ont expérimenté, je pense aussi. Donc on n'a plus exactement les mêmes phénomènes, quoi. La compétition que vous aviez avant, c'est des Nantais qui partent pour travailler en full remote pour des boîtes qui ne sont pas à Nantes, c'est ça? Assez souvent, oui. Pour des boîtes américaines, carrément. Ouais, pareil. Pour des boîtes américaines? Ouais. Enfin, moi, clairement, c'était Google, Amazon. Et on bosse en full remote pour Google depuis Nantes? Apparemment, sans aucun problème. Ouais. Et même des petites entreprises en fait américaines qui recrutaient en France. Donc en fait, ça c'est devenu global. Effectivement, on entend les très grosses entreprises, mais il y avait aussi des contrats et on venait chasser en France, quoi. Mais du coup, là, les grosses tech américaines, pour le coup, elles font des layoffs en quantité. Ça, c'est une compétition de moins pour vous? On les voit moins, un petit peu, ouais. Ouais, c'est sûr. Là, récemment, c'est Google qui a fermé un bureau. C'est Google qui a fermé un bureau en Irlande. Les recruteurs, ils étaient tous en mode. C'est open bar. Hein. Mais je pense que les profils qui ont été chassés à Nantes étaient des profils qui étaient quand même hyper capés sur les sujets sur lesquels ils ont été chassés.
Et pour l'instant, moi, ces profils-là, je les vois pas, quitter les grosses boîtes américaines. Au contraire, ils restent. Ouais. Par contre, est-ce qu'ils vont, avec le marché qu'ils ont maintenant sur le marché américain, être contraints de recruter les nouveaux profils sur le marché européen? Je crois pas. Donc c'est plutôt ça. Mais ceux qui y sont actuellement, il n'y a pas de changement. Enfin, moi, en tout cas, j'en vois pas. Moi, je vois pas de retour non plus. Hein. C'est pareil, c'est partagé. Ok. Le marché, du coup, il se détend un tout petit peu, mais pas forcément. C'est un peu ça, là, ce qu'on peut retenir. Disons que ça n'augmente plus. Voilà, ça se ne tend pas plus chaque mois comme c'est l'été il y a un an. Mais Okay. Ça reste flat, on va dire. Est-ce qu'il faut toujours, quand on est candidat, est-ce qu'il faut toujours du coup cocher les 23 critères de la checklist de l'annonce pour candidater? Ronan, tu voulais raconter une anecdote à ce sujet? Alors nous, on n'est pas gros quand même, faut être sincère. Je suis au milieu de deux startups qui sont quand même nettement supérieures à nous. Et nous, au début, les premières personnes qui sont venues travailler avec nous, c'était des gens qui étaient plutôt hyper intéressés par le sujet. Ça veut dire, l'écologie, il faut être sincère, très, très, très technophile. Parce que nous, on travaille avec des laboratoires publics, on travaille avec le CNRS, avec l'INRIA. Et finalement, ces deux compétences-là, plus une grosse envie de faire bouger les choses, a permis de découvrir des personnes qui, sur le papier, n'avaient pas forcément une expérience sur ces sujets-là, quoi. Donc non, les 23 cases, moi, j'y ai jamais cru, mais là, c'était vraiment l'histoire qui m'a montré que non, c'était pas nécessaire. En plus, je pense que quand on est encore assez petit, il faut être assez flexible et adaptable. On va pas nous demander de cocher 23 cases si c'est pour qu'à la fin, finalement, on demande à la personne d'être assez flex, quoi. Mais est-ce que c'est quoi la place de la formation après l'onboarding, en fait? Tu vois, les 23 cases, effectivement, c'est la personne que tu voudrais avoir après formation, 6 mois après le recrutement. Je comprends que sur la fiche de poste, on les note pour se dire aussi, j'ai recruté une personne qui coche que 17 des 23 cases. Bien sûr. Et donc, du coup, il faut qu'on fasse les 6 qui restent, on va les compléter. Clair. Benoît? En fait, moi, je crois pas au recrutement cases qu'on retrouve typiquement dans les ESN, SS2I, où en fait, on essaie de faire matcher un profil avec des compétences par rapport à une fiche de poste. Ça, franchement, ça s'adapte en tout cas pas au recrutement dans un éditeur comme chez iAdvice, par exemple. Il faut, on cherche surtout des gens qui vont être capables d'apprendre, s'adapter, qui vont enrichir par leurs expériences, éventuellement par exemple dans un autre framework, mais qui est voisin dans une technologie, on va dire cousine. Là, il y a un gros apport. Parfois, ça peut arriver que tu aies besoin d'une personne qui ait une forte expérience technologique sur un framework et tu puisses faire un recrutement où c'est vraiment clé. Ça peut arriver. Par exemple, quand il n'y a plus vraiment de connaissances, où il n'y a pas une expertise sur ces technologies-là parce qu'il y a eu des départs, un turnover, etc. Chez iAdvice, par exemple, nous, c'est le Scala. Aujourd'hui, il y a beaucoup de connaissances en interne sur le Scala et les frameworks qui vont avec. Donc, en fait, c'est pas un prérequis pour nous pour recruter. Mais dans une expérience précédente, ça m'est arrivé de devoir mettre, et je me suis rendu compte aussi de l'apport d'avoir un vrai expert en Ruby on Rails, par exemple. Parce qu'on l'avait un peu perdu. Nous, on est en Node.js, TypeScript, MySQL. Et full stack mine. Ouais. Et du coup, c'est assez pareil, en fait, le fait de changer de langage, ça oblige à prendre du recul. Et en gros, quand on revient sur sa copie, sur le langage qu'on maîtrise encore plus, et bien c'est là qu'on se rend compte de certaines erreurs. En fait. Et on se dit, en fait, c'était tellement simple dans l'autre langage, mais pourquoi je me suis compliqué la tâche à le faire de cette façon-là? Et la prise de recul est assez intéressante. Moi, je vois ça un petit peu comme un photographe. Un photographe, très bien, il prend des photos, mais il fait souvent du dessin. En fait, le fait de passer de l'un à l'autre, il va améliorer sa photographie, son cadrage et autres. Et c'est... même si c'est que pour de la veille, l'autre langage, ça l'aidera au futur quand il reviendra sur son langage d'origine. Mais alors du coup, parce que j'ai déjà vu, il y a eu plusieurs milliers de recrutements sur Love Devs et on a déjà vu des recrutements où, par exemple, il y a une boîte qui bosse en Scala recrute une personne qui aime bien le Go et qui, du coup, pendant les 6 mois de période d'essai, dit ça en Go, je l'aurais fait plus vite, quoi. Et donc, du coup, à la fin, ça marche pas. Nous, quand on recrute, par exemple, pour les équipes de réalisation, on demande aux gens s'ils aiment Premiere Pro. Ils ont peut-être fait du Final Cut avant, tu vois, mais il faut qu'ils aient envie de... parce qu'on n'a pas envie de convaincre quelqu'un que Premiere Pro, c'est mieux que Final Cut, tu vois. J'ai eu, parce que c'est pas le sujet. J'ai eu ce type d'expérience. C'est vrai que ça, c'est un cas où il y a une adaptation.
un peu le nostalgique de son ancien framework. Ça m'est déjà arrivé par expérience. C'est là où il faut être très transparent dans le processus, dire voilà, on va pas changer de technologie, enfin on n'a pas de plan de le faire en tout cas. Et donc, ça c'est important que tout le monde soit clair dès le départ. Et... En parallèle, moi je trouve ça un peu dommage. Ça veut dire le mec, s'il est là, il a la chance au contraire d'aller vers de nouvelles aventures. S'en priver, je pense que c'est plus un mindset que voilà quoi. C'est dommage. Ça en fait, tu vas le détecter justement pendant l'entretien. C'est quelle est la volonté du mec d'aller, de venir avec toi dans le bateau quoi. Généralement, en entretien, il dit qu'il est tout à fait on board pour justement aller avec toi dans le bateau. En fait, c'est une fois en poste que voilà. Et généralement, tu as des retours des équipes qui disent mais en fait, il ne fait que de nous parler. C'est chiant, Oui, mais c'est pas ce qu'on utilise ici et pourtant c'est le cousin germain quoi. Du coup, ça me donne la transition pour le second sujet qui est donc le processus de recrutement, la qualification des candidats dans le langage RH. L'enjeu, c'est d'être sûr au moment où on recrute, Benoît. Malheureusement, on pourra jamais être totalement sûr. L'idée, c'est d'essayer d'avoir le maximum de signaux qui sont positifs et qui permettent de se convaincre, mais il faut accepter qu'il peut y avoir parfois des échecs. C'est-à-dire qu'effectivement, dès le CV, dès la candidature, même si elle est sans CV, on cherche des signaux positifs, des choses qui vont nous indiquer que la personne va correspondre au poste. Et après, les processus d'entretien, finalement, c'est des expériences pour valider que la personne va être compétente pour le poste, c'est ça ? Moi, j'essaye de ne pas trouver le mouton à 5 pattes. J'essaye de toujours lire le CV et le profil de manière positive. Et alors, ça peut nous engager un peu parfois dans des biais de confirmation, mais il faut faire attention à ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut un process et différentes personnes, à mon avis. Mais il faut être relativement simple dans la manière de screener. Moi, j'ai la chance aussi d'avoir un recruteur qui s'appelle Jean-Charles. Voilà, et il sait aussi comment apporter différents types de profils. Et, voilà, il faut voir, il faut être relativement ouvert. Et puis après, il faut laisser le processus se mettre en place. Tout simplement. Jérôme, est-ce que vous mettez fin à des périodes d'essai parfois ? La question finalement, c'est que si on est trop select sur le processus de recrutement, du coup on met jamais fin à la période d'essai. Mais des fois, si on prend le risque de recruter les gens, des fois il faut aussi faire mettre fin à la période d'essai quoi. Ouais. En fait là, en écoutant le débat, je me disais ça dépend beaucoup de la maturité de l'entreprise. Ouais. En fait, au début, clairement, comme la masse salariale n'est pas énorme, c'est les premières personnes qu'on va recruter, on va faire en sorte qu'elles cochent pas mal de cases. Parce que c'est très important pour le début de l'aventure. Puis plus ça va aller, plus on va chercher une diversification. C'est plutôt comme ça que je le vois en fait. C'est vachement dur parce que quand tu prends un ou une candidate, tu portes quand même la responsabilité de ne pas lui faire vivre une mauvaise expérience. Enfin, moi, je trouve que c'est ça ce qu'il faut apprendre à gérer. Ça veut dire que le candidat, quelque part, c'est à toi de gérer le fait que tu sois certain et quelque part de lire chez lui ou chez elle la capacité à rejoindre l'entreprise. Et ça, je trouve que, oui, tu fais de ton mieux, mais il y a des fois, tu te trompes. Il faut l'accepter. Voilà. C'est la charge la plus dure à porter. Quoi. Voilà. Et là-dessus, en fait, sur le recrutement, je considère que c'est un peu un trépied. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui se passe mal, c'est lié à un peu 3 éléments. C'est soit l'entreprise, soit le candidate, ou soit le recruteur. Quoi. On ne sait pas exactement la cause où elle est, mais c'est vraiment là-dessus qu'il faut faire gaffe. Et effectivement... et de ne pas rendre coupable juste la personne qu'on a recrutée. Ouais, exactement. Tout à fait. Ah oui, une période d'essai, on peut y mettre fin. Ouais, c'est vrai qu'on a eu le sujet récemment avec une collègue. Maintenant, la période d'essai, c'est aussi, nous, des fois, on n'est pas sur la fiche de poste, quoi. En fait, si on est clair avant le recrutement, la fiche de poste, on va peut-être la bouger. Et puis finalement, du coup, on va mettre fin à la période d'essai. Mais c'était pas de ta faute, c'est nous qui avons changé la fiche de poste en route. C'est quand tu es dans une petite boîte, alors vous êtes déjà 130, c'est ça ? Ouais, 150. 150 bientôt. Ouais. Et 30 dans la tech ? Ouais, autour. Et j'imagine quand vous étiez 10 ou 15, les fiches de poste, c'était quand même vachement plus mouvantes. Ouais. Moi, je suis arrivé, j'ai écrit ma fiche de poste. C'est ça. Alors que... oui, c'était très mouvant. Et effectivement, je pense aussi, nous, on a été très clair dès le début. On n'a pas du tout... on formalisait pas les mêmes choses au tout début de l'entreprise. C'était assez vague. On savait... on plongeait dans l'aventure entrepreneuriale. Plus ça va, plus on devient... Il y a des choses qui se formalisent.
Et effectivement, je pense que maintenant, avec la maturité qu'on a, la période d'essai va être un élément. Avant, entre guillemets, au moment du recrutement, on s'assurait que vraiment la personne était la bonne. Et en général, on validait la période d'essai. À quoi ça ressemble les entretiens techniques chez vous? Est-ce qu'on fait des entretiens sur tableau blanc comme chez Google et SpaceX ou c'est vraiment un cliché de la tech? On a fait un peu, les deux avec le tableau blanc et autres. C'est intéressant, mais on se retrouve souvent sur des problèmes qu'on n'a pas concrètement après dans l'entreprise. En plus, il y a des choses qui sont... Le tri d'arbres binaires. Ouais. Ou même on se retrouve à faire un peu une pagination sur un site web. Bon, c'est quand même beaucoup plus simple que de faire une recherche dans un graphe ou je ne sais quoi. Donc du coup, on a un peu arrêté cette partie-là. On a essayé de reformaliser un processus de recrutement. Donc on a quelque chose qui est beaucoup à l'oral, un processus qui est assez simple, pas forcément d'écrit, pas forcément de travaux demandés en dehors des entretiens pour que ça soit assez simple. Et c'est comme ça que c'est fait aujourd'hui. Benoît, tu disais que le format qui ressemble à une colle en prépa, c'était quelque chose qui te permettait de bien évaluer les candidats. Est-ce que ça correspond à ce que décrit Jérôme? C'est un entretien technique aussi? Ouais, la colle, ça peut être un peu stressant pour des gens qui en ont pas fait ou peu fait, ou qui ont peut-être vécu des expériences désagréables. Mais ça reste un bon moyen... finalement l'interview orale où on va pouvoir repasser d'un sujet à un autre pour balayer finalement les connaissances. On cherche à mettre la personne dans une situation de confort et de savoir là où elle est bonne. Et ça, c'est une des choses que je dis en particulier aux recruteurs dans les équipes d'iAdvice qui font le recrutement technique. On cherche parfois les limites, mais des connaissances, mais on cherche surtout à savoir ce qu'ils savent. Et en fait, le format de la colle et de l'interview orale est finalement la meilleure manière. Cette partie-là, je ne connais pas, il ne connaît pas, elle ne connaît pas. Et bien, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et puis, sur cette autre partie, le ou la candidate sera parfaitement à l'aise et on montrera tout l'étendue de ses connaissances. Et c'est très intéressant, en fait. C'est plutôt pour le ou la mettre en valeur. Du coup, comment vous formez les évaluateurs aujourd'hui? Est-ce que tout le monde peut faire un bon évaluateur? Est-ce que le recrutement se fait par les pairs et il n'y a pas de conditions d'évaluateur? Je dirais oui et non. C'est-à-dire que tout le monde peut l'être. Alors, il y a quand même une condition. Il y a une question de savoir-être de l'évaluateur. C'est-à-dire qu'il faut être évidemment... bienveillant avec le ou la candidate. Il faut aussi adhérer un petit peu aussi à l'entreprise, à sa mission. Enfin, dire si on est en poste et que ça paraît évident, mais bon, là, il y a quand même une question de posture et de savoir-être. Si ça, c'est validé, je pense que un profil junior peut être évaluateur s'il est accompagné d'une personne un peu plus senior. Et l'autre condition, pour moi, qui est importante, c'est d'avoir adhéré à une forme de pacte, c'est-à-dire entre nous, les personnes qui font partie du processus de recrutement. Voilà, c'est quoi ma mission finalement dans cette interview? Est-ce qu'on parle d'expérience candidat à ce moment-là? C'est important. De toute façon, l'expérience candidat, elle est au cœur du processus. La personne qui passe un entretien chez Advice doit pas avoir la sensation d'avoir passé un mauvais moment. Et nous, de notre côté, chez Shopapop, alors maintenant c'est un peu plus rodé, donc on le fait moins, mais en gros, juste après un entretien, il y a un débrief qui est fait de la candidate ou du candidat. Et aussi, en plus, on échange nos idées en disant « Ah, ça c'était une bonne question, ça c'était pas forcément ». Donc le processus, en fait, s'améliore pour faire en sorte de proposer la meilleure expérience. Est-ce que vous uniformisez les grilles d'évaluation? Est-ce que vous avez des scorecards? Est-ce que vous avez des jeux de questions type que vous partagez entre évaluateurs? En fait, nous, on considère pas que tout le monde peut être recruteur. Justement, en fait, c'est le mix de tes deux questions précédentes. Ça veut dire qu'il faut une certaine empathie de la part de la personne pour qu'elle pose les questions. C'est super important. Donc voilà, je suis désolé de mettre le bazar. Non, mais tu fais bien de rappeler qu'effectivement, il faut essayer l'empathie. Puis les compétences pour être évaluateur, c'est pas les compétences qu'on demande aux gens dans leur poste. Non, du tout. Donc Donc c'est vachement dur. Donc il faut que le mec, techniquement, il soit vraiment au-dessus du panier, quoi. Enfin, il n'y a pas à tortiller. Et qu'en plus, il est cette volonté d'être un peu incolore, quoi. C'est-à-dire d'accompagner la personne vers elle-même. C'est pas quelque chose où tu es sur une évaluation qui est sélective, non. Tu essayes d'aider la personne à être le maximum de ce qu'elle est, quoi. Et c'est là où ça se passe le mieux à chaque fois. Et pour répondre à ta deuxième question, mais super rapidos, je trouve que les grilles sont un outil, mais ne permettent pas ça. Parce que ta grille, en fait, t'enferme parfois.
Donc c'est vachement dur. Alors oui, tu as les grilles qui, par le vocabulaire et les mots que tu as choisis, sont super ouvertes. Donc c'est vachement bien et tu te dis tiens, ça marche bien parce que j'ai déclenché quelque chose qui marche assez globalement. Tu te dis chouette. Donc c'est un outil. C'est qu'un moyen, c'est pas une fin, quoi. Non, moi je crois pas trop au scorecard personnellement. Ouais. Même tu vois, quand ça m'est arrivé de corriger des copies, des fois le barème ça avait tendance à m'agacer. Je préférais mettre plus de points sur une question où j'avais trouvé que la réponse était extrêmement bonne et voilà, donc c'est et quitte à dépasser le barème. Je suis pas très branché sur ça, c'est le 0 plus que mettait le prof de maths. Bonne réponse mais mauvaise justification. Non, t'as tendance plutôt à te faire grimper de sortir du barème en fait. Mais enfin, les grilles d'évaluation, là on parle d'humain, on parle de recrutement. En fait, quand on recrute, il faut être OK sur le fait que c'est pas parce qu'une personne elle a eu 20 sur 20 ou elle a que des A que c'est la bonne personne à recruter. On peut recruter une personne où il y a un B ou un C. Ça te sert du coup, tu vois, ça sert à ce qu'on ait posé les mêmes questions à tout le monde et qu'on ait cherché à évaluer tous les gens de la même façon. Mais c'est sûr qu'à la fin, la personne qui a que des A, c'est pas forcément la meilleure personne à recruter. Ouais. Là-dessus, je suis bien d'accord. Ouais. T'en penses, Jérôme? Pareil, ouais. On peut avoir des personnes qui ont vraiment des facilités. Limite, pour eux, c'est simple. Et effectivement, en fait, l'attitude qu'on va retrouver en entreprise va faire que ça va pas être une personne qui va permettre au groupe de s'élever. Ouais. Individuellement, peut-être super, hein, mais en fait, on va chercher le collectif. Et ça, c'est plus important. C'est limite plus dur à trouver parce que des fois, il faut en sorte qu'elle se fonde dans la connaissance du groupe. Alors, au final, vous avez des processus qui sont plutôt courts ou qui sont plutôt longs. Je crois qu'en général, 6 entretiens, on commence à trouver ça long. Vous en êtes où aujourd'hui? Benoît, tu voulais prendre en premier? Ouais, nous, on a fait le choix d'un processus court. 3 étapes au minimum. Dans le cas où, même parfois, c'est le candidat qui le demande, on peut rajouter une autre étape. Mais au minimum, il y a évidemment l'interview avec notre recruteur, Jean-Charles. Encore bonjour. Et puis après, il y a une interview technique d'environ 1 heure avec un binôme de dev, généralement. Ouais. Et puis un interview, ce que j'appelle fit, qui peut être à la fois technique et à la fois, bien sûr, plutôt savoir-être, soft skills, adaptation dans l'entreprise, où c'est généralement un engineering manager et moi-même. Le binôme d'évaluation, c'est en vrai, c'est une bonne pratique aussi. Hein. Ça me semble indispensable. C'est ce qui permet de garantir une bonne expérience candidat. Ça permet aussi aux 2 recruteurs, s'il y en a un qui commence à partir un petit peu trop dans un truc et que ça mange le temps de l'interview, de ramener, de recadrer. Ça prend plus de temps, mais voilà, il faut accepter, je trouve, d'investir en ayant 2 personnes sur chaque step de l'interview. C'est aussi sécurisant pour les candidats et les candidates. Hein. Oui. Parce qu'en face à face, seul dans une pièce avec un inconnu, en vrai, ça peut être intimidant. Jérôme, vous êtes court? Court, ouais, plutôt un processus court. Donc un appel au début, un premier entretien un peu technique et un second. Ce qui me paraît plus simple, le but étant que ça soit à hauteur de notre maturité. Voilà. Les 3 steps que Benoît a décrits sont évidemment les plus top, quoi. Et la dernière phase, qui est la phase de match humain, quoi, où tu mélanges un peu tout. Nous, on a une énorme équipe, donc on essaye de venir tous ensemble. Voilà. Et ça, c'est assez cool, parce que du coup, tu te dis, est-ce qu'il a envie de faire partie de la bande? Est-ce que la bande a envie qu'il soit avec lui? Et en fait, c'est carrément sympa à ces moments-là. Parce que tu te dis, est-ce qu'il y a l'effet magique qui ressort? Et moi, je ressors de là, mais avec une énergie colossale, quoi. Alors ça c'est un sujet en soi, c'est ce qu'on appelle le culture fit parfois. Ouais. Et des fois, ça peut se transformer en une épreuve de socialisation. Et l'épreuve de socialisation a la tendance à éloigner des candidats qui socialisent moins bien, ou des candidates d'ailleurs, qui socialisent moins bien, mais qui pour autant sont compétents. Et puis, après 2 semaines dans l'entreprise, en fait, ils seront à l'aise parce qu'ils connaissent tout le monde, quoi. Il y a un représentant de Coding Game qui a fait un drama sur Twitter avec une phrase en particulier, dont je vais la citer. Hein. Si vous refusez toute évaluation de vos compétences en conscience que le CV est suffisant pour vous connaître, vous finirez dans des équipes remplies d'imposteurs. Est-ce que vous pensez vraiment que le processus d'entretien de qualification des candidats, c'est la base d'une relation de confiance, d'estime dans l'équipe après? Moi, ça me fait penser à quelque chose quand même. J'ai un retour d'expérience, c'est que en gros, on fait le processus de recrutement et tout. Et après, il s'est avéré qu'il y avait quelque chose un peu plus off qui se déroulait dans les locaux. Et là, en fait, il y a une sorte de façade qui est partie du candidat ou de la candidate, en l'occurrence. Et c'est là où on s'est dit, ah bah non, du coup, ça ne fit pas. Et donc, effectivement, en fait, la fait de formaliser et autres, ça crée une sorte de cadre où on a une personne qui n'est pas vraiment dans son état normal au quotidien, quoi.
Donc, faut beaucoup se méfier. Il faut plutôt détecter ces tout petits trucs qui fait qu'après, on est sûr que... Puis cultiver la différence aussi, parce que ça va être en galère. Il y a des postes où moi je fais pas le recrutement, je suis pas dans le process de qualification. Par contre, je vais raccompagner le candidat à la sortie et je vais lui poser 3 questions sur la route. Et bien franchement, les réponses, si elles sont pas dedans, et souvent les candidats, ils pensent que l'entretien est fini, ils sont en train de se détendre, ils ont un rush d'adrénaline en plus, tu sais. Oui, bah oui. Et là, alors, non, c'est non. La blague, en fait, c'est que, alors bon, moi, dans mes premières qualifications de stagiaire, voilà, pour chez nous, j'ai pris des stagiaires qui m'ont dit en face à face, non, t'en fais pas, j'ai quand même une sacrée expérience, ça fait 4 ans que je code en C. Puis finalement, on s'est rendu compte au bout de 2 semaines que le mec, s'il avait fait un seul projet pendant 2 semaines, c'était le maximum. Et pour moi, en fait, ça me paraissait pas pertinent. Enfin, il s'est mis dans une situation d'échec, quoi. Donc c'était, enfin, et pour moi, c'était pas pertinent. Et après ça, en creusant, c'est ça un imposteur du coup? Alors non, parce que en fait, voilà, c'est une personne adorable, super sympa. On a creusé après la raison pour laquelle il était quand même venu et pourquoi il avait pris ce risque. Bon, voilà, on va pas aller là-dessus, mais finalement, il faut quand même que toi, tu le mettes pas dans cette situation-là, parce que c'est pas agréable, faut être sincère pour lui. Et puis pour nous, ça nous a quand même mis dans l'embarras, quoi. Non, qu'est-ce que t'en penses? On te fait réfléchir. Ouais, moi, disons que sur le CV lui-même. C'est-à-dire quand il est j'y attache quand même un peu à la forme quand je vois qu'il y a un effort, et typiquement sur un développeur front, un ou une candidate qui envoie un CV tu vois, qui est vraiment très mal fait visuellement, c'est vrai que c'est pas un super signal. Donc le CV, j'y attache aussi relativement une importance. Enfin, disons que c'est plutôt un bonus quand il est bien structuré, et ça montre en fait la capacité de synthèse, et c'est plutôt une bonne chose. Aujourd'hui, on est quand même souvent sur des CV LinkedIn, et il y en a beaucoup, en particulier sur les personnes qui ne sont pas en recherche active. Au final, il y a assez peu d'éléments, il y a juste les expériences. Bon, là, en fait, on voit au moment de l'interview, et c'est là où on demande aux candidats un petit peu d'étayer, puis on voit les réponses qui sont apportées. Voilà. Là, si on devait synthétiser les échanges qu'on a fait, donc l'un après l'autre, c'est quoi les conseils que vous donneriez à des candidats ou des candidates qui vont dans des processus de recrutement similaires aux vôtres? C'est de savoir raconter son parcours en 5-10 minutes, de savoir un petit peu raconter son histoire, parce que c'est souvent ce qu'on appelle le icebreaker. On essaye de faire en sorte que la personne puisse se présenter. C'est quand même important pour moi. Enfin, c'est une forme de respect. Et donc, même dans l'interview technique, on ne démarre pas directement par les questions techniques. Et donc, si ça, c'est un petit peu construit et que c'est sympa à écouter, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Alors, moi, le truc que je trouve super important, c'est... en fait, c'est une question que j'aurais aimé qu'on me pose à moi, je dois avouer. C'est quand vous venez en entretien, de quoi vous auriez envie qu'on parle ensemble ? Et qu'est-ce que vous voulez me raconter sur vous qui vous donne envie qu'on engage une conversation ? Et c'est ça ce que je trouve de vachement sympa. Ça veut dire qu'il faut venir aussi, en tant que candidat ou candidate, il faut venir avec des questions à poser, quoi. Ouais, clair. Ça veut dire, voilà, moi aujourd'hui, je suis pas là simplement pour réciter un CV, on s'en fout. Moi, je suis simplement venu pour raconter ma vie un peu. Ouais, faut être sincère. C'est voilà, t'es là pour raconter ta vie. Mais ta vie, en fait, si t'as fait ce choix-là, c'est parce que, c'est les choix qui ont conduit ça qui sont super intéressants et évidemment dont tu as envie de parler, quoi. Et ça m'éclate parce que toi, quand t'es recruteur et que t'écoutes ça, tu passes déjà un moment génial. Et puis t'as envie, en fait, comment dire. Voilà, de t'interagir avec la personne, c'est les meilleurs moments, quoi. Moi, le conseil que j'aurais, c'est que, en fait, il y a quand même beaucoup de postes ouverts, et en gros, la candidate, ce qui est mieux, c'est que le projet de l'entreprise, elle le comprenne bien et qu'elle y adhère, entre guillemets. Ouais. Parce que, en fait, la technique, les normes, tout ça, d'une entreprise à une autre, c'est un peu toujours les mêmes, quoi. Donc, toutes ces questions-là, bon, super, c'est répondre. Mais en fait, ce qui est compliqué, nous, pour l'entreprise, c'est mais en fait, est-ce que tu aimes bien le projet qu'on porte ? Et du coup, c'est beaucoup plus simple, ça rebondit mieux derrière, ça crée une suite logique, quoi. Il y a des recruteurs qui font un feedback du type les gens, ils arrivent au premier entretien et puis ils sont pas renseignés sur la boîte avant. C'est ce genre de sensation-là que tu veux décrire ? Ou alors tu vois des candidats ou des candidates qui vont te dire j'ai vu que vous faisiez du TypeScript, c'est ça qui m'intéresse dans la boîte. Tu vas faire yes, mais en fait on a un projet aussi, tu sais, genre il y a un métier derrière. c'est ça, c'est cette sensation. Ou alors c'est trop drôle, c'est les gens qui viennent chez nous, ils disent ouais, je me suis inscrit, tout ça. Et puis en creusant un peu, on voit que pas du tout, quoi. Donc on se dit mais pourquoi il nous a menti ? C'est nous l'entreprise. Donc j'ai déjà fait des livraisons sur Shopopop. Non.
Ou alors elle est super bien cachée. J'arrive à la question de clôture sur cette partie. Il faut adapter le processus de recrutement au poste. Ça, on a pu le mentionner avant. Est-ce que le processus, vous le renforcez ou vous le simplifiez pour les profils juniors? La question, c'est un tour de table ici. Alors ça, là-dessus, moi, je vais comment dire, très motivé. Je vais mettre tout le monde à l'aise. Nous, sur les profils juniors, on le renforce, le processus. Parce qu'on trouve que c'est plus compliqué de recruter un junior que de recruter un senior. Parce qu'on veut justement, quelque part, comme on sait que les profils en face de nous, ils ont moins de retours sur leur expérience, sur leur profil et tout ça, et ben justement, on considère que c'est plus à nous, quelque part, de les aider à peut-être les orienter, quoi, quelque part. Voilà. Après, c'est le nombre de candidats et de candidates sur un poste aussi. Sur un poste, dans l'IT, c'est normal, sur un poste où il y a un minimum d'expérience, si tu as 10 ou 20 candidatures qualifiées qui te permettent de faire une shortlist, t'es content. Alors que sur un poste ouvert aux juniors, tu peux facilement avoir 100 candidatures et il va falloir faire un pre-screen dessus, quoi. Ouais, aussi. Ouais, enfin, oui, alors ça, évidemment, ça compte. Mais quelque part, en fait, tu vas toi plus juger sur un savoir-être, un savoir-faire, une manière de voir les choses. Que vraiment sur une capacité déjà acquise, quoi. Donc voilà, en fait tu vas pas avoir tu vas pas avoir le résultat final, tu vas avoir les capacités qui vont conduire à un résultat final, quoi. Et ça demande plus de boulot, quand même. Faut être sincère. Benoît, tu penses aussi c'est que c'est plus dur d'évaluer un junior parce qu'il n'a pas l'expérience, il n'a pas des histoires qui montrent qu'il a accompli, quoi. C'est un petit peu plus dur. Enfin, moi, j'aime beaucoup recruter les juniors, d'ailleurs. Ce qu'on fait de temps en temps, c'est on rajoute une petite session de pair programming. Ouais. Où on va un petit peu, justement, voir s'il y a quelques bons réflexes. Voilà, de ne pas hésiter à faire des recherches. On lui rappelle qu'il a la possibilité de chercher, évidemment. Voilà. Et ça, c'est généralement, c'est assez intéressant. Une petite session de pair programming d'une demi-heure sur un sujet pas trop difficile, ça sert à rien de le mettre en difficulté, mais voilà, pour voir un certain nombre de réflexes, de capacité à apprendre, à rechercher, le raisonnement. Jérôme. Et nous, de notre côté, en fait, on a une sorte de norme qui est liée à un profil junior, et en fait, les processus vont plus dans le détail au niveau des candidats ou candidates qui ont un profil plus senior, en gros. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on le voit. Ce qui fait que normalement c'est censé être à l'aise pour tout le monde, quoi. Mais là, ça me donne la transition, effectivement. Donc le troisième sujet de cette émission, c'est le recrutement des juniors plutôt que des seniors, ou pas d'ailleurs. On va parler de ce trade-off-là. Et Jérôme, du coup, tu voulais nous faire un retour d'expérience. Je peux pas, vous avez des bonnes relations avec les écoles. Est-ce que c'est devenu stratégique dans votre recrutement ? Alors, stratégique, je dirais pas, mais en tout cas, c'est un super retour qu'on a. J'ai vu des sessions, entre guillemets, et en gros, on voit passer tous les candidats sur l'ensemble de leur projet, et c'est là, et c'est là où on peut trouver vraiment des personnes qui se dégagent. Alors, il y en a qui peuvent être très forts, mais on sent que ça va pas coller au projet, donc ça, c'est encore autre chose. Mais on a vraiment des personnes où elles sortent d'école, et on sent que c'est fluide, c'est normal. On aurait du mal à donner le nombre d'années d'expérience qu'elles ont si elles ne nous le donnaient pas. C'était un bon vivier pour nous, et en plus, on avait recruté un des formateurs en plus, ce qui nous a permis d'élargir encore plus. Ça, c'est vraiment quelque chose, nous, en début d'entreprise, c'était important pour nous. C'est vrai qu'il y a des gens à l'école, on a l'impression que c'est inné pour eux, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce type de personne que tu cherches en particulier ? Ouais, exactement, parce que je pense, moi je suis passé par là, et il y a eu un moment où je me suis posé la question, est-ce que je deviens architecte, est-ce que je fais du dev, du développement, ou je ne sais quoi. Et à un moment, il y a une vocation, quoi, entre guillemets. Et en fait, il faut sentir que ça soit naturel. Si c'est naturel et qu'il n'y a pas d'effort pour la personne, le fit, il est là, hein, c'est clair et net. Hein. Pourquoi vous recrutez des juniors ? Est-ce que je comprends qu'il y a une contrainte économique, qu'il y a un intérêt économique. Je comprends aussi que si les boîtes recrutent jamais de juniors, à la fin, il n'y a pas de seniors à recruter. Mais il y a bien forcément un bénéfice, un argument qui fait que vous avez envie de recruter des juniors, quand même. Les juniors, en fait, il y a un point que je trouve génial. Alors nous, en fait, on est une boîte où, faut être sincère, on a quand même une finalité qui est et à la fois très, 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 très technique, hein, parce qu'on bosse quand même avec 4 laboratoires publics. Et de l'autre côté, on a quand même une grosse finalité qui est écologie. Donc on est en train de changer l'industrie de l'intérieur quelque part. Et les juniors qu'on voit arriver chez nous, qui ont ces deux fibres-là, déjà nous donnent une énergie colossale parce que le monde leur appartient, il n'y a aucune limite, et ça je trouve ça génial.
Et l'autre côté que je trouve de vachement sympa, c'est que nous, on a plus une vision qui est de comment faire les choses correctement et proprement dans un certain laps de temps. Et eux, en fait, ils sont dans le mode vas-y, il faut qu'on fasse un truc parfait. Et en fait, voilà, on va utiliser ci, ça et ça. Et ils te réouvrent tout le champ technique à une vitesse olympique. Donc évidemment, il faut un peu calmer les choses, il faut un peu les cadrer, faut un peu voilà. Mais ça, cet apport-là, il est colossal, quoi. Et je trouve que si on ne l'avait pas, on s'en croûterait, donc voilà. Deux, on serait quand même sacrément chier parce qu'on serait convaincu d'avoir la réponse avant même de se poser la question. Ouais, c'est un équilibre à trouver. Dans la réponse de Ronan, Benoît, il y a quelque chose qui dit, est-ce que ça t'arrive, ou c'est déjà arrivé chez Advest, peut-être même ton recrutement à toi, c'était le cas, c'est-à-dire qu'on recrute quelqu'un sur une position de leadership ou une position de senior parce qu'on veut récupérer de l'expérience d'autres boîtes de l'industrie et voir si on arrive à la reproduire, tu vois. Est-ce qu'on va chercher quelque chose à l'extérieur de la boîte à ce moment-là, quoi? Toujours, oui. Dans un recrutement senior, évidemment, il vient enrichir de ses expériences passées l'entreprise. Et ça, c'est une certitude. Et pour répondre à la question du junior, je suis assez d'accord avec Ronan. Déjà, les juniors seront des seniors plus tard, hein, normalement, si tout se passe bien. Et en fait, quand tu arrives à créer une équipe avec un équilibre, avec des juniors qui ont apporté une certaine, fraîcheur, des idées, etc., et des seniors pour les cadrer, pour les aiguiller, c'est là où la chimie se passe bien et que l'équipe, elle est cadrée. Je crois pas une équipe entièrement constituée de juniors ne forcément pas très bien fonctionner. Ils vont faire beaucoup d'erreurs. Et une équipe uniquement de seniors, en fait, il n'y a pas ce mentorship qui se crée, cette dynamique. Jérôme, chez vous, c'est comment? Moi, j'ajouterais que en fait, c'est pas les mêmes pensées limitantes, entre guillemets. Parce que du fait de l'expérience d'un senior, en gros, il s'est planté lors de son apprentissage. Et il y a des choses qu'il veut même plus essayer, entre guillemets. Et en fait, le junior va se lancer dans ce truc-là. Il va y arriver qu'à moitié. Le senior va, lui, arriver avec ses réponses. Et le fit se fait. Et du coup, en fait, il y a une issue positive. Et effectivement, une équipe entière de seniors, ça ferait... Ça, sur le front web, c'est traumatisant. Hein. Parce que, moi, du coup, j'ai appris à faire du front web à l'époque de PHP et jQuery, quoi. On mettait des balises HTML pour dire ça, aussi, s'il faut pas le lire, machin chouette. Les juniors, ils ont pas appris tout ça. Hein. Ils font du Flexbox dès l'école. Moi, je sais pas faire du CSS Grid et les trucs modernes. Là. Les juniors à l'école, ils ont pas appris à s'embêter avec IE6 et ils ont tout de suite appris à faire Flexbox, quoi. Ouais, je suis d'accord. En fait, le confort, il a changé. Hein. Bien. Puis, en fait, c'est pareil, on va attendre quelque chose d'encore plus performant, nous, maintenant, avec les outils et le confort qu'on a actuellement. Alors, on fait l'histoire. Et c'est assez marrant, parce que il y a un moment, j'ai bossé dans une boîte qui est Registra, donc du coup, qui avait connu les débuts du web. Et en fait, il y avait certaines logiques qui revenaient, entre guillemets, qui sont réapparues. En fait, des logiques qu'on voyait à sur le WAP, notamment ce qu'on appelle les low SRC. Et en fait, on voit que c'est des choses qui reviennent maintenant, en fait, parce qu'on s'est dit, on a une bande passante illimitée, on va faire des grosses images partout. Et puis maintenant, on revient en arrière en disant, on se calme. On se calme. C'est cool, mais bon, ça consomme un peu, quoi. Et, en fait, l'équilibre, on l'a jamais. Et des fois, il y a des sortes de petits retours en arrière qu'on voit s'effectuer. Ça fait sourire les anciens. Pour clôturer cette vidéo, je vous propose soit de donner un conseil à destination des juniors qui sont sur le marché de l'emploi, soit de nous partager le meilleur conseil de carrière qu'on vous ait donné pour être recruté et que vous pourriez partager aujourd'hui avec l'audience. Allez. Je me lance. Déjà, le premier conseil, c'est qu'on ne se rend pas compte que le candidat ou la candidate, elle a quand même un poids. En fait. La personne qui est en face, elle n'est pas forcément sûre d'elle et autres. Et il faut savoir ce qu'on veut. Et je pense que vraiment, s'il y a un moment, s'il y a une sorte de doute sur la position, des fois, c'est qu'un processus et puis il ne faut pas se formaliser. Il y a d'autres entreprises, peut-être avec des projets plus intéressants. Il y a déjà ça. Et puis, il y a le fait aussi que je pense qu'il faut voir qu'on peut apprendre quelque chose à l'entreprise, quoi. Parce que sinon, si on se retrouve dans un truc où il n'y a que la position de « Ah ouais, c'est que l'entreprise qui va t'apprendre des choses, hein, c'est toi qui es en dessous. » Non, ça ne va pas le faire, quoi. Enfin, l'épanouissement, il ne va pas être génial. Alors que si on sent que justement, on peut apprendre des choses. Ah, là, c'est toi le recruteur et tu sais pas ce domaine-là, là. Et en fait, moi, je peux t'apprendre des choses. Eh bien, là, il y a une position de force qui se crée et c'est là que ça va être intéressant pour le candidat ou la candidate, quoi. Ouais. Si je dois synthétiser le premier point, c'est si je coche qu'une des 10 cases,
Bah, j'ai quand même des choses que je peux apporter à l'entreprise, il faut que j'en sois conscient, il faut que je le valorise. Et le deuxième point, c'est le but du processus d'entretien, c'est de déterminer si ça va marcher, pas savoir si je suis une bonne personne ou pas. Donc il ne faut pas que je me formalise sur un nom. Ouais, oui. Bah, en fait, le truc, c'est qu'on peut être au mauvais endroit, quoi. Ça peut arriver, c'est pas une fin en soi, quoi. Et on peut être au mauvais endroit, au mauvais moment. Exactement, ouais. Et donc là, je pense que la confiance en soi, ça se travaille, on l'a pas dès le début, je pense. Et en gros, effectivement, pas forcément se formaliser, pas forcer le processus, notamment, que ça soit assez naturel. Et s'il y a des projets d'entreprise qui sont plus intéressants, faut pas hésiter à sélectionner une autre entreprise, quoi. Ça se fait comme ça, quoi, je pense. Ronan, c'est quoi ton conseil ? Alors moi, en fait, je vais vous faire une allégorie. Je me souviens, quand j'étais petit, sur la plage, il y avait des petits garçons et des petites filles qui étaient en train de jouer, à faire des pâtés. Et moi, j'avais envie de contribuer aux pâtés qu'ils étaient en train de faire. Je pense que même si je suis un peu plus vieux, c'est ça ce que je garde, et je me lève tous les matins. Alors aujourd'hui, c'est moi qui suis le créateur de la start-up, mais moi, quand je vois quelqu'un qui a les yeux qui brillent et qui me dit « Viens, j'ai envie de contribuer au château de sable que tu es en train de faire, et on va le faire ensemble », c'est ça, moi, ce qui m'éclate, quoi. Et en fait, c'est le truc, je pense, qu'il faut jamais oublier, parce que la semaine, elle compte 5 jours, qu'il faut se lever 5 jours par semaine, et que c'est super important. Il y a un truc, moi, qui est vraiment le truc que je voudrais dire, c'est il faut faire attention à l'image, parce que c'est pas parce qu'on va bosser dans une entreprise qui a une image canon, qui a une renommée, c'est vrai, canon, parce que c'est une grosse boîte, que forcément, on va y être heureux. Ça, c'est une catastrophe, ça. Faut vraiment faire gaffe à ça. Et l'autre point à côté, c'est finalement, qu'est-ce que toi, tu vas au quotidien apporter et en retirer pour en être heureux. Alors, c'est très très dur au début, tu le sais pas. Mais c'est comme, Christophe Colomb. Tu t'embarques sur un bateau, tu sais pas trop où ça va aller quand même. Mais grosso modo, tu sais qu'il y a les outils pour que ça fonctionne, quoi. Dans ce que tu viens de dire, ça me rappelle, j'ai eu un de mes premiers patrons quand j'étais dans une start-up parisienne qui disait... Dès le premier jour, il me disait ça. Il me disait, tu te rends compte, on est une toute petite boîte, on n'est rien, et il y a des gens, ils veulent venir travailler chez nous. On a de la chance. Alors, on a de la chance que lui, il soit dans la boîte. Mais c'est colossal. C'est colossal, je veux dire. Et je pense que ce que tu rappelles, c'est que des fois, quand on est candidat, on a l'impression d'arriver les mains vides à l'anniversaire. Mais que dalle. Mais en fait, on est déjà content que tu sois là, quoi. Et c'est pas ça. C'est que le mec, en fait, quand il arrive et qu'il croit, quelque part, s'il vient travailler avec toi, c'est qu'il te fait quand même hyper confiance, quand même. Ouais. Je veux dire, moi, je suis le premier à m'en rendre compte, quoi. Et c'est génial parce que évidemment à 2 tu te sens plus fort, ou même à 4 ou à 5, quoi. Ça c'est le truc important. Et qu'une personne en fait qui vient avec les capacités qu'elle a vienne joindre ses bras, c'est extraordinaire, quoi. Alors moi le conseil que je pourrais donner à un jeune ou une jeune candidate qui démarre dans le développement, c'est d'essayer vraiment de s'entourer autant que possible de collaborateurs de haut niveau. On démarre, on sait très peu de choses, et en fait, c'est les expériences qui te font t'élever, te font progresser, et c'est incroyable ce que j'ai pu apprendre de mes premiers mentors, de mes premiers collègues, moi, j'aurais tendance à dire pas trop regarder forcément les questions de réputation, de taille, etc. Alors, la mission est forcément importante, mais si vous avez la possibilité de rejoindre quelqu'un qui va pouvoir vous aider, vous former, vous faire grandir, passer des caps, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. C'est d'aller chercher ça en réellement, pour s'entraîner au marathon, il y a des stats qui disent que le mec qui s'entraîne au marathon progresse, tout seul, 10 fois moins vite qu'une personne qui s'entraîne en club. Alors, moi, ça me faisait écho, par exemple, à mes premières expériences. J'ai fait un stage chez Altran. L'émission n'était pas... en vrai, c'était très pratique, donc c'était pas forcément mauvais. Mais le plus important, c'est que les personnes sur le bureau à côté du mien m'ont été des experts qui m'ont fait avancer énormément. Ouais. Et le sujet, c'est pas Altran, Alten ou dans une autre boîte. Cette personne-là, elle m'a fait progresser, quoi. Tout à fait. C'est ça que tu voulais dire ? C'est ça. Ok, merci beaucoup. C'était cool ? Ouais, c'était vraiment cool. Super. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo également. Vous pouvez retrouver Advice, Show Pop-Up et Goodflow sur Wheel of Death, mais aussi sur le job board de la cantine. C'est l'endroit où les partenaires de Un Job à Nantes mettent leurs annonces de manière générale, et plus d'annonces que chez nous. Donc allez voir sur le job board de la cantine. Prenez le temps de vous abonner à la chaîne YouTube aussi de Wheel of Death, parce qu'il y a d'autres vidéos de cette série. Il y en a 5 qui vont être publiées ensuite. Donc abonnez-vous pour être notifié dès qu'elles apparaissent.
Cet après-midi, dans la foulée, on enchaîne. La prochaine vidéo, du coup, ce sera avec Cyril Mottier de Jean Confiance, avec Aurélien Mas de Zinea et Sylvain de Sogé CIB. Et on va parler d'un sujet complètement différent qui va forcément vous passionner. Merci beaucoup et bisous. Bonne journée. À bientôt. À bientôt.